Une nouvelle question, une question de Bernard Etienne. Dernière minute, pourquoi les entreprises françaises devraient-elles quitter l'Iran suite aux remises de sanctions envers ce pays par Washington? Et que risque la France si elle refuse, pardon. Alors là, c'est une question qui est très grave, très importante, parce qu'elle fait référence non seulement à cette question, qui est une sous-question d'un problème plus général, qui est la décision qui a été prise par le président Donald Trump de sortir unilatéralement de l'accord iranien, de l'accord nucléaire iranien qui avait été mis sur pied il y a quelques années, avec combien de difficultés d'ailleurs, et qui liait à côté de l'Iran, il y avait donc les États-Unis d'Amérique, la Russie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui étaient parvenus à un accord pour à la fois autoriser la République islamique d'Iran à développer un programme électronucléaire légitime et à la fois pour lui interdire de participer à la prolifération nucléaire. Alors, bon, on peut penser, alors c'est toute une autre histoire, savoir si c'est légitime ou pas. Moi, je suis effectivement pour favoriser la non-dissémination nucléaire, donc pour essayer d'empêcher la dissémination des armes atomiques. Ça, je suis d'accord avec ça. D'où d'ailleurs les politiques vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la Corée du Nord. C'est sage. Mais ce qui est un peu gênant dans toutes ces histoires, c'est que ce soit des puissances qui sont elles-mêmes détentrices de l'arme nucléaire, qui fassent la leçon aux autres. C'est-à-dire qui disent aux autres, faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que j'ai fait moi-même. Donc c'est quand même un petit problème conceptuel. Voilà. De la même façon que tout le monde sait dans la région que l'État d'Israël dispose d'armes nucléaires. Et donc c'est vrai que, vu de Téhéran, vu d'un certain nombre de pays de la région, c'est quand même un peu fort de café qu'on interdise à l'Iran d'avoir des armes nucléaires, alors qu'il y a des puissances, les États-Unis d'Amérique, qui ont notamment des sous-marins tireurs d'engins avec des forces nucléaires, notamment dans le Golfe arabo-persique ou en Méditerranée, plus l'État d'Israël qui dispose de cet armement. Bref, j'entrerai pas dans tout ce débat. En attendant, il y avait un accord qui avait été trouvé, un accord assez opportun, qui avait permis de vérifier que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Et cet accord était vérifié régulièrement par les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui d'ailleurs a certifié encore aujourd'hui même, après la décision de Donald Trump, a certifié qu'il y avait effectivement que l'Iran respectait ses contraintes. Alors, dans ce cadre, il avait été décidé de lever les contraintes économiques qui avaient pesé sur l'Iran. Une contrainte qui était imposée par l'ensemble des pays de l'OCDE, mais sous la pression américaine. Alors, ce que vient de faire Donald Trump, c'est très choquant, parce qu'il s'est retiré unilatéralement d'un accord qui, globalement, fonctionnait bien. Et qui, globalement, avait permis, au passage, de lever les sanctions vis-à-vis de la République islamique d'Iran, d'asseoir d'ailleurs le pouvoir du président actuel de la République, le président Rouhani, dont vous savez que ça n'est pas l'autorité suprême, puisque l'autorité suprême en Iran, c'est l'ayatollah Khamenei, c'est-à-dire le guide de la révolution. Mais le président de la République n'a qu'une partie du pouvoir, mais quand même c'est le président de la République islamique d'Iran, qui fait partie de ce qu'on appelle les modernistes ou les progressistes, et qui voulait un petit peu ouvrir le pays sur le monde extérieur, et donc c'est peut-être pour lui un succès. Le fait que les États-Unis se retirent affaiblit la position de ce réformateur, du président Rouhani, et renforce la position du clan conservateur le plus dur qu'il y a en Iran. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça ouvre la boîte de Pandore. Que va faire l'Iran? La troisième chose, et c'était là la question que posait l'internaute, c'est que les États-Unis ont décidé non seulement de se retirer, mais de revenir à l'imposition des sanctions qu'ils avaient prévues auparavant. Et c'est là que le bât blesse, puisque les États-Unis d'Amérique se sont octroyés le fait de faire ce qu'on appelle les lois extraterritoriales, c'est-à-dire se permettre de sanctionner des entreprises étrangères qui feraient des choses dans un pays tiers qui ne plairait pas aux États-Unis d'Amérique. En particulier, les États-Unis d'Amérique ont dit, Donald Trump a dit, voilà, aux entreprises françaises, PSA, Renault notamment, qu'elles avaient 6 mois pour dégager, s'en aller de la République islamique d'Iran. Elles n'ont plus le droit de le faire. J'imagine qu'il va y avoir aussi des banques, etc. Alors c'est quand même assez extraordinaire.
c'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que les États-Unis s'octroient le rôle de gendarme planétaire. Alors pourquoi les autres pays obéissent-ils? Parce que les États-Unis sont la première puissance militaire encore dans le monde, et puis surtout parce qu'ils ont des mesures de rétorsion. Parce que par exemple, une entreprise, une banque qui a une licence pour opérer aux États-Unis d'Amérique, si d'aventure elle fait du commerce avec l'Iran, à ce moment-là, les États-Unis d'Amérique vont imposer à cette banque des sanctions ou des choses très fermes à l'encontre de la banque, et donc elle préfère se retirer. C'est tout le problème de la législation extraterritoriale. Alors, face à ça, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais ce sont les événements en ce moment même. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un État voyou de plus en plus dans le monde, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui violent le droit international, qui se retirent unilatéralement d'un accord, c'est-à-dire on ne peut pas faire confiance à la parole internationale des États-Unis d'Amérique, et c'est pas la première fois. Donald Trump a également fait retirer les États-Unis de l'accord, la Convention sur le climat, par exemple. Donc les États-Unis, maintenant, se permettent, ce sont en fait exactement ce qu'on appellerait un mauvais joueur, c'est-à-dire que s'ils estiment, ils jouent à un jeu dont ils ont fixé les règles, et puis s'ils estiment que d'un seul coup, ils sont en train de perdre ou de moins gagner que ce qu'ils avaient prévu, ils se retirent. Bon. Ça n'est pas tolérable. Les relations internationales dans le monde ne peuvent pas, comme ça, dépendre constamment d'un pays en particulier, et en plus d'un homme en particulier. Alors, face à ça, moi je note qu'il y a des États qui sont beaucoup plus fiables. Au premier rang desquels, on va encore dire que je suis pro-Poutine, mais Poutine et la Russie, qui soutient le processus et qui est un allié de l'Iran, a regretté, s'est dit très déçu, a regretté profondément, a montré son inquiétude devant cette affaire. L'Iran est partagé, comme je le disais tout à l'heure, entre d'un côté les réformateurs derrière le président Rouhani, de l'autre côté les ultra-conservateurs. Les conservateurs, eux, voudraient que l'Iran se retire également de cet accord, et donc que l'Iran reprenne des activités d'enrichissement qui pourraient laisser penser qu'en fait l'Iran poursuit la constitution d'une bombe thermonucléaire, d'une bombe nucléaire, d'une bombe atomique. Les réformateurs, eux, le président Rouhani, qui a eu un contact, si j'ai bien compris, aujourd'hui avec le président russe, et puis aujourd'hui avec le président français, avec Macron, aurait dit, paraît-il, c'est les toutes dernières dépêches que je voyais avant de commencer ce direct, qu'il allait tout faire pour essayer de rester dans l'accord. Parce que les autres pays, et notamment les 3 pays européens plus la Russie, essayent de maintenir cet accord, même avec le départ des États-Unis. Mais on voit bien que ce qui se cache derrière, c'est un bras de fer psychologique et c'est une guerre commerciale. Parce que finalement, ce que recherchait peut-être Donald Trump en l'espèce, c'était peut-être moins de condamner l'Iran, parce qu'il sait par les rapports de l'AIEA que l'Iran, en fait, respecte cet accord, c'était peut-être moins ça que de permettre de prendre des mesures à l'encontre des entreprises françaises notamment, ou européennes, allemandes, italiennes, etc. Donc j'ai parlé de Renault, j'ai parlé de PSA, il y a également Airbus qui est dans le collimateur, et donc de lancer une guerre commerciale contre ces entreprises. Voilà le fin mot de l'histoire. Alors j'ai vu une déclaration de Macron, c'est tombé il y a quelques minutes, juste avant cette émission. J'ai vu une déclaration de Macron qui a dit qu'il fallait que l'Europe soit le garant du multilatéralisme au niveau planétaire, donc du droit international. Alors là, pour le coup, on me reproche souvent on me reproche pas, on m'applaudit d'être critique à l'égard du président de la République. Là, pour le coup, je vais dire que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Il faut en effet développer, revenir au multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un pays qui se permette de dire aux autres d'être le gendarme planétaire. Il faut que tous les pays du monde, y compris les États-Unis d'Amérique, y compris la Russie, y compris la Chine, c'est-à-dire les plus grands États, les États les plus puissants économiquement et militairement, aient l'intelligence historique et collective de se plier à une discipline collective qui s'appelle le droit international. Donc de ce point de vue-là, Macron a raison de dire qu'il faut avoir peser en faveur du multilatéralisme. Là, en revanche, où c'est assez incroyable, c'est que Macron, il y a 15 jours, a piétiné le droit international en allant bombarder la Syrie, en absence totale de preuves. Dieu sait si j'en ai parlé et si nous l'avons condamné. Nous avons même demandé, nous, l'UPR, nous avons demandé à ce que tous les députés au Parlement français entament une procédure de destitution avec constitution de la Haute Cour. Soit dit en passant, on me permettra de cette petite remarque, je signale quand même que ni M. Mélenchon,
et les Insoumis, qui ont un groupe à l'Assemblée nationale, n'ont entamé la procédure de destitution de Macron. Hein. Ils font des manifestations dans la rue en disant on l'a faite à Macron et c'est ça, mais ils ont le pouvoir. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Les seuls qui ont le pouvoir d'entamer une procédure de destitution de Macron, c'est justement les députés. Donc j'observe que M. Mélenchon, M. Ruffin, M. Quatennens, M. Corbière, etc., les députés insoumis n'ont rien fait du tout. Pareil d'ailleurs pour Mme Le Pen et pour les députés du Front National. Pareil pour M. Dupont-Aignan, ils n'ont rien fait. Alors, comment est-ce que M. Macron peut s'aligner complètement derrière les États-Unis d'Amérique et derrière l'OTAN, notamment sur l'affaire syrienne, et puis maintenant en appeler au multilatéralisme? Ces affaires, ce qui est en train de se passer, justifie pleinement toute la position de l'UPR depuis des années, tout ce que j'ai pu dire personnellement. Si je suis à ce point attaché au droit international, c'est parce que je vois loin. Parce qu'un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit voir loin. Parce que le droit international s'applique à tout le monde. Et si la France ne respecte pas le droit international parce qu'elle se plie aux États-Unis d'Amérique, lorsque les États-Unis d'Amérique, maintenant, violent de nouveau le droit international, cette fois-ci pour s'attaquer à des entreprises, notamment françaises, présentes en Iran, eh bien à ce moment-là, d'un seul coup, Macron se rend compte qu'il est gros Jean comme devant, comme on disait, c'est-à-dire qu'il est le dindon de la farce. Il faut absolument respecter le droit international pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que c'est une loi éternelle que la roue tourne. On voit bien que les États-Unis d'Amérique sont dans un processus de déclin relatif. Je rappelle qu'en 1945, le PIB des produits intérieurs bruts des États-Unis, c'était à peu près 40% du PIB planétaire. Ils sont tombés à 18%. Maintenant, nous avons des puissances émergentes, la Chine, l'Inde, qui vont devenir les premières. La Chine est d'ores et déjà la première économie du monde. Si dans 5 ans, 15 ans, 30 ans, nous voulons que la Chine nous respecte, que l'Inde nous respecte, que la Russie nous respecte, eh bien, il faut que aujourd'hui, on impose le respect nous-mêmes en imposant aux États-Unis de respecter ce droit international. Ça, c'est, me semble-t-il, quelque chose de très important. Et j'en reviens, et je terminerai là-dessus. M. Macron veut que l'Europe fasse régner le multilatéralisme. Et je rappelle à M. Macron que l'article 42 du traité de l'Union européenne fait place de facto la France et les pays de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Puisque cet article 42 prévoit que les décisions prises par l'OTAN priment sur toute autre décision au sein de l'Union européenne en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense. Donc, si M. Macron voulait vraiment faire régner ce multilatéralisme, le règne du droit international, pour lequel je ne cesse moi-même de prêcher, eh bien la première des choses à faire, c'est de sortir de l'OTAN, de sortir d'une structure qui est justement sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. J'en terminerai. Je suis un petit peu long, mais c'est un sujet, je crois que c'est la question la plus importante du moment, parce que derrière ça, il y a quand même un risque de relance de la course à l'armement nucléaire en Iran, de risque d'intervention militaire américaine ou israélienne, on l'a vu, le bombardement de la Syrie, où il y avait notamment des Iraniens qui ont été tués, donc il y a un risque d'embrasement général. Donc la situation, elle est vraiment très sérieuse. Très sérieuse. Cette question est grave. Je voudrais en revenir et terminer là-dessus en parlant du rôle de l'Organisation des Nations Unies. Parce que j'ai vu, de temps en temps, je regarde en général les courriers qui me sont adressés, presque tous, je m'efforce de les lire, et je vois de temps en temps des gens qui écrivent en disant il faut sortir pas seulement de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais il faut sortir également de l'ONU, de toutes les institutions de l'ONU. J'ai même vu quelqu'un qui a écrit un truc au vitriol, comme quoi j'étais pour ce gouvernement mondial. D'ailleurs, ça prouvait bien, puisque d'ailleurs il y avait une fraternelle maçonnique, etc. Il faudrait un petit peu redescendre sur Terre. Non, l'ONU n'est pas un gouvernement mondial. Parce que le Conseil de sécurité, ça n'est pas un gouvernement mondial. Non, l'ONU n'est pas sous la tutelle de l'OTAN. L'ONU, le problème de l'Organisation des Nations Unies, c'est qu'elle fonctionne mal depuis sa création. Et pourquoi elle fonctionne mal? Parce que l'ONU, c'est le centre où convergent les conflagrations des intérêts nationaux des 193 États qui en font partie, et en particulier les plus grands. La Russie, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Inde, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. C'est là que tout converge. Donc c'est le point focal
de la confrontation des différents intérêts géopolitiques des peuples du monde. Avant de dire qu'il faudrait sortir de l'ONU, alors même que Charles de Gaulle, certes Charles de Gaulle disait que c'était un machin, mais Charles de Gaulle avait obtenu que la France ait un siège de membre permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto, et jamais de Gaulle n'avait envisagé un instant de quitter l'ONU. Donc, avant que ceux qui lancent ça ne réfléchissent pas. L'ONU, au contraire, doit être renforcée parce que c'est l'ONU qui fait respecter le droit international. Le problème actuellement, c'est que l'ONU est trop faible. Donc si M. Macron voulait ce qu'il disait, non seulement il devrait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais il devrait demander, proposer à la Russie, à la Chine, à l'Inde, au Brésil, au Nigeria, à l'Algérie, à l'Australie, au Mexique, au Pakistan, au Bangladesh, à l'Iran, aux plus grands pays du monde, notamment en matière de population, au Maroc, à la Tunisie, à l'Afrique noire, etc., devrait proposer de revaloriser la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et que ce soit les États-Unis d'Amérique qui désormais soient sur la sellette. Parce qu'il n'est pas normal qu'un État comme les États-Unis d'Amérique, qui représentent 320 millions d'habitants sur 7 milliards, c'est-à-dire qu'ils représentent 4% de la population planétaire, prétendent imposer au reste du monde ce qu'il veut. Le troisième millénaire, pour être pacifique, doit être un univers où toutes les nations, tous les États aient des relations avec l'ensemble du reste du monde, sans parler de pôle, vous savez, le monde multipolaire de Samuel Huntington, et où chaque État défende légitimement ses intérêts nationaux, mais ait le souci de respecter cette espèce de code de la route planétaire qui s'appelle le droit international. C'est la raison pour laquelle il faut militer pour redonner à la charte de l'ONU toute sa vigueur. Le programme de M. Macron, ça devrait être quoi? La sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, revaloriser lors de la charte de l'Organisation des Nations Unies et nos liens avec la francophonie, vous l'avez compris. C'est en fait le programme de l'UPR que je propose depuis 11 ans. Les événements se chargent de montrer que depuis 11 ans, c'est l'UPR qui a raison dans ses analyses et dans ses propositions.